Alors la question arrive toujours, hein, genre vraiment toujours, toujours, toujours. Comment on fait pour se positionner sur les LLM? Moi, ce que je leur réponds, oui, c'est la mode aujourd'hui parler de ça, mais dans les faits, ça fait moins d'1% des trafics du site. Quand tu mets ça en perspective par rapport à toute l'importance qu'on lui donne, je sais pas, je pense que c'est un peu, par l'instant en tout cas, c'est vraiment un peu abusé, quoi. Je pense que le plus gros changement que je vois, c'est quand même l'importance qu'on doit accorder à l'engagement sur la page et à l'expérience utilisateur. Pour moi, surtout ce que l'IA m'a apporté, c'est pouvoir faire des tools en fait internes. On a automatisé tout ce qu'on peut automatiser. La machine tourne derrière et ça te sort un export comme ce que toi tu voulais faire et qu'avant, peut-être pour faire ça, tu étais sur du Google Sheet pendant 3 heures, tu vois, 3 heures facturées au client finalement. Et ces 3 heures aujourd'hui, au lieu de les passer à faire des exports, des imports, des traitements, du nettoyage, tu les passes sur l'analyse en fait et sur de la valeur en fait. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Lucio Solaria pour parler un petit peu du futur du SEO. On va parler des LLM, des positionnements dans les chats GPT, on va parler du futur de la vente de liens, de comment évolue le SEO et comment on peut s'adapter. Et justement, j'avais envie d'en parler un petit peu avec Lucio qui bosse sur la partie plutôt prestation agence pour voir ce qu'il en pense de son côté et comment il s'adapte surtout vis-à-vis des clients. Comment tu vas, Lucio? Salut Flo, ça va et toi? Ça va la forme. Est-ce que peut-être tu peux commencer un petit peu par te présenter, présenter aussi ce que tu fais aujourd'hui pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis le cofondateur de l'agence 11. On est une agence SEO conformée d'experts SEO seniors. Donc, tout le monde a plus de 5 années d'expérience au sein de la boîte. Donc, c'est cool. Ça fait un petit hub de SEO, voilà, avec un petit peu de niveau, disons. Et puis aussi, je suis cofondateur de Linkfinder, qui est un outil qui permet en gros de trouver des chercheurs de backlinks parmi plus de 30 marketplaces au même temps, comparer les offres et du coup acheter au meilleur prix. Avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier Links Club. Links Club, c'est une plateforme de Links Garden qui permet d'acheter des backlinks thématisés sur un réseau site privé à partir de 10 euros. Avec Links Club, vous pouvez bénéficier d'un audit gratuit de votre site et de votre stratégie de netlinking pour améliorer vos performances sur Google. En utilisant le code promo Florentin en majuscule, vous avez 10% de réduction sur l'achat de vos crédits sur Links Club. Ok, super. Bah, c'est parfait parce que justement, le but, c'est d'échanger un peu avec quelqu'un qui a de l'expérience dans le SEO et qui a vu un petit peu toutes les modifications qu'on a pu voir les dernières années sur les SERP. Donc, bah, t'es le profil parfait, c'est nickel. Si t'es chaud, on commence directement sur les questions. Allons. Du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi ces dernières années pour se positionner sur Google, d'après justement ton expérience, les prestations que tu peux faire autour les prestations que tu peux faire auprès de tes clients, au niveau des stratégies un petit peu, qu'est-ce que tu vois qui concrètement a changé, que tu ne faisais pas forcément avant, et qu'aujourd'hui, tu es entre guillemets obligé d'intégrer dans tes stratégies pour avoir des résultats? Je pense que le plus gros changement que je vois, c'est quand même l'importance qu'on doit accorder à l'engagement sur la page et à l'expérience utilisateur. Ou avant, même si le contenu était bien, peut-être l'expérience sur la page était pas ouf, ou des sites qui sont vraiment vieillissants, en fait, marcher, ou pouvaient marcher, ou on pouvait compenser avec d'autres leviers, comme en bombardant avec du netlinking, par exemple. Aujourd'hui, je pense que ça fait vraiment la différence quand on travaille sur un site qui est vraiment bien construit, avec une belle expérience utilisateur, où les gens arrivent sur la page, ils engagent direct, ça leur inspire confiance, ils restent en fait, versus un site qui est vraiment moche, où tu peux pas faire grand-chose. Les résultats changent vraiment énormément. Et pour moi, ça, je le relie un petit peu à toute la notion de qualité du contenu, ou peut-être qu'avant, lorsqu'on parlait de qualité du contenu, on parlait surtout de le texte en lui-même, en gros. Est-ce que ce que je dis est cohérent, est logique et bien? Et aujourd'hui, pour moi, la qualité du contenu va bien au-delà du contenu du texte, mais c'est vraiment justement comment se présente tout ça, et quelles sont les différentes features que peut-être peut avoir ta page, comme des outils gratuits, par exemple, comme des infographies, comme des vidéos, comme du multimédia. Donc, plein d'autres petites paillettes, disons, qu'on peut lui rajouter au texte, qui finalement constitue le contenu de la page. Et ça, pour moi, ça change énormément. Un autre truc aussi que je trouve vraiment important et qui s'accentue de plus en plus, c'est l'importance du branding, du marque. Il y a certaines certes quand même qui sont verrouillées, et que si tu n'as pas un brand puissant, bah, tu vas pas rentrer. En fait, tu peux envoyer tous les liens que tu veux, c'est mort. Et je te donne un exemple très concret, hein, mais on a eu un lead qui avait une offre de gaz, par exemple. Et quand tu vas voir la SERP, bon, bah, tu as EDF, un premier, par exemple. Ouais. Et quand tu vas voir la page EDF, tu as 80 000 visites qui arrivent depuis la marque offre de gaz EDF. Chez ce prospect, je sais pas, centaines, tu vois.
bah, tu vas pas rentrer là-dessus. Lorsque avant, peut-être, tu avais une chance. Ok, ouais, donc pour toi, ouais, là, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi qu'il y a deux aspects qui rentrent de plus en plus en ligne de compte, l'aspect branding, l'aspect un petit peu aussi UX, et comment justement, t'arrives à travailler ça un petit peu avec tes clients aujourd'hui, t'arrives du coup, dans tes prestations, t'intègres des recommandations par rapport à ça, ou alors justement, dans ton exemple, tu vas dire, bah, concrètement, malheureusement, je peux pas vous accompagner, c'est pas possible parce que vous répondez pas, entre guillemets, aux critères de base pour entrer sur cette SERP-là. Ouais, non, clairement, nous, on va faire la proposition de wireframe. Donc, on rentre vraiment presque dans ouais, on rentre, on se marche des fois un peu dessus avec des designers, mais nous, on fait vraiment le Ouais. wireframing. On rentre pas dans toute la partie artistique, si tu veux. Sinon, on prend vraiment une logique fonctionnelle. Mais oui, dans tous nos audits, en gros, on a l'habitude de les structurer surtout par genre typologie de page. En fait, dès qu'on a des recos à faire, bon, bah, on les fait sur ce wireframe, qu'ensuite, ils passent en phase de design. Et une fois qu'ils sont en phase de design, bah, on valide ça ensemble et puis ça passe en dev, en gros. Mais oui, on intervient quand même beaucoup, beaucoup là-dessus. Ok, ouais, c'est intéressant. Du coup, tu sors concrètement un petit peu du spectre des prestations SEO classiques qu'on peut avoir. Tu vois, moi, quand je bossais en agence, bah, par exemple, prestations SEO classiques, c'était netlinking, c'était du contenu, c'était de l'audit technique. Et tu vois, on n'allait pas généralement jusqu'à proposer ce type de prestation où tu allais justement recommander une typologie de page. À cet endroit-là, tu vas mettre tel type d'outil, etc. Et aujourd'hui, ouais, tu trouves que c'est vraiment ce genre de choses, ça fait la différence et du coup, tu l'intègres dans tes prestations, hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas qu'on ne fait pas ce qu'on faisait avant, on le fait quand même. On fait quand même des roadmaps, des audits techniques, disons, des stratégies de contenu, l'analyse de keywords, tout ça on le fait, mais c'est juste qu'on essaie d'aller un petit peu au-delà de ça parce que vraiment, on sait que ça change, quoi. Si tu as une page qui est moche ou t'as pas les features dans ta page, je sais pas, je dis un exemple très concret, mais si tu as une fiche produit et t'as pas, par exemple, produit associé, en fait, bon, bah, je peux pas faire mon maillage interne entre les différents produits. Donc, du coup, je vais faire une petite maquette là-dessus pour lui dire au client, bon, bah, écoute, essaie de me faire ça dans la fiche produit et pourquoi pas intégrer aussi des avis ici. Ton call to action en mobile, tu vois, il est pas bien. Donc, il faudrait peut-être que le boulot bouge un petit peu plus vers ici. Je sais pas, ce genre de recours, ou c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose qu'on faisait ou qu'on aurait fait il y a 5 années. On se serait dit, bon, bah, ça, c'est du détail, en fait. Et aujourd'hui, c'est plus du détail du tout. Ok. Et du coup, est-ce que pour toi, le simple contenu plus backlinks fonctionne encore aujourd'hui? Ou pour toi, juste avec cette stratégie que tout le monde connaît en SEO, contenu optimisé plus une stratégie de netlinking, c'est impossible d'aller prendre des positions sur des SERP? Non, clairement, ça marche et aussi tout va dépendre de la concurrence et des SERP qu'on travaille. Mais forcément, disons, à titre. Enfin, en fait, le contenu, tu le maîtrises. Donc, en gros, ça veut dire qu'un concurrent, c'est facile à faire, en fait, ton contenu texte, si tu veux. Et tes backlinks, bon, bah là, ça dépend. Si tu as une grosse brinde à côté, elle sera probablement forte là-dessus. Mais tout ce qui est le linking qui s'achète, si tu veux, c'est réplicable aussi. Donc, en fait, ces deux points sont réplicables. Par contre, l'expérience que tu fournis sur la page, là, ça devient plus compliqué à répliquer pour quelqu'un. Et je pense que ça peut faire la différence. Donc, je pense à toute chose égale par ailleurs, si tu veux, celui qui aura une belle expérience sur la page pourra ranker beaucoup mieux. Mais oui, non, ça marche encore, le contenu et le lien. Et ça reste quand même disons que le travail que tu vas faire une fois que tu as construit ta base de tes maquettes, quoi. Tu as ton site. Une fois que tu as vraiment fait ton site et tu as toutes les bases solides, bon, bah après, il faut venir mettre le carburant, en fait, sur cette machine qui sera tes contenus. Ok, c'est intéressant, ouais. Si on pivote justement du côté un petit peu plus au niveau de l'IA, il y a pas mal de choses aujourd'hui qui bougent dans le SEO avec le développement à fond des LLM, l'arrivée de Google AI Overview qui est pour l'instant pas encore en France mais qui risque d'arriver assez prochainement. Comment tu vois ça de ton côté d'un point de vue, justement, tu gères une agence SEO, tu fais des prestations SEO, tu vois ça comme une opportunité, tu vois ça plutôt comme une menace, tu adaptes tes prestations par rapport à ça. C'est quoi ta vision un petit peu là-dessus? Ouais, je suis assez partagé. Je t'avoue que je suis plutôt dans une logique de attendant de voir et puis ajustons, en fait, plutôt qu'anticiper pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, parce qu'on sait énormément des fois que Google dit beaucoup de choses et qui finalement, bah, ces choses ne sortent pas ou ne sortent pas exactement comme ça, ou l'impact n'est pas exactement comme on l'avait prévu. Je sais pas, on a des milliers d'exemples. Le plus récent, à mon avis, c'est des Core Web Vitals où tout le monde a fait un scandale par rapport au Core Web Vitals. Pendant les 2 ans, on n'entendait que parler de ça. Ça passe en prod et franchement, ça change que dalle. Donc, tu vois.
Alors non, je pense pas que je pense honnêtement que les AI overviews, oui, ils vont changer énormément le contenu informationnel. Après, est-ce que pour autant, on travaillerait pas le contenu informationnel? Non, tu vois, parce qu'il nous faut aujourd'hui ça pour venir positionner les pages transactionnelles. Et d'un point de vue ROI du SEO, ça a toujours été, pour moi, le contenu informationnel a toujours été un moyen, en fait, pour venir positionner le contenu transactionnel. Donc, dans les faits, je change pas ce que je fais, je change peut-être plus comment je le fais. Je sais que les AI overviews, par exemple, ils utilisent beaucoup, enfin, ils aiment beaucoup les statistiques. Donc, du coup, dans les articles avec clients, on va utiliser beaucoup de statistiques. On va même essayer de produire des statistiques maison. Tu vois, je sais pas, j'ai un client sur WordPress, par exemple. Donc, bah, je vais bien travailler la page statistique WordPress. J'ai un client dans le service client. Bon, bah, je vais bien travailler une page statistique du service client. Ça fait qu'on soit quand même pas mal cité là-dessus. Euh, et ouais, après aussi, il y a une partie d'éducation auprès des clients, de leur dire, bon, bah, le jour où ça viendra, voici comment on pense que ça va se passer, ou même ça s'est évoqué par eux, hein, même aujourd'hui, ils sont conscients qu'il y a ça qui arrive et que ça va changer. Tout de même, bah, ça reste un moyen pour venir positionner vos pages transactionnelles. Je veux dire, si quelqu'un veut, je sais pas, acheter une presta SEO, tu vois, bah, il va quand même passer par un site d'agence SEO. Je veux dire, c'est pas par l'instant, en tout cas, c'est que tu passes pas le formulaire via Google directement ou via une LLM. Donc finalement, disons, le trafic avec intention va toujours finir sur le site. Après, bon, comment on fait que ce trafic arrive? Peut-être que ça changera, peut-être qu'il faudra travailler la visibilité autrement que sur les features existantes aujourd'hui, mais on s'adaptera. Je pense que c'est pas non plus une crise, disons, c'est juste une évolution naturelle comme celle qu'on a vécue, peut-être un peu plus forte, mais je pense qu'on s'adaptera. Ok, intéressant. Et justement, tu parlais de tes clients, là, aujourd'hui, tu sens que tu as plus de traction autour de clients qui veulent se positionner potentiellement sur ChatGPT, sur Perplexity, sur des LLM. C'est quoi le point de vue un petit peu de tes clients sur l'avenir de tout ça, ils sont plus réticents à aller sur du SEO, ils veulent aller sur d'autres leviers, comment ça se passe? Ouais, alors la question arrive toujours, hein. Genre vraiment toujours, toujours, toujours. C'est bah, en gros, comment on fait pour se positionner sur les LLM? Ok. Moi, ce que je leur réponds, bah, en gros, c'est que déjà, oui, c'est la mode aujourd'hui de parler de ça, mais dans les faits, ça fait moins d'1% du trafic du site. L'autre jour, je parlais par exemple avec le SEO de Mercado Libre, que c'est un peu le Amazon d'Argentine, et le mec il me dit, c'est moins de 1% de notre trafic aujourd'hui. Ouais, Enfin, du trafic SEO. C'est vraiment, c'est rien, quoi, en fait. Et puis, quand tu mets ça en perspective par rapport à toute l'importance qu'on lui donne, je sais pas, je pense que c'est un peu, par l'instant en tout cas, c'est vraiment un peu abusé, quoi. Donc, bah, c'est ce que je leur dis, hein. En gros, aujourd'hui, l'impact que tu peux avoir pour travailler enfin, pour vraiment te focaliser sur une prestation LLM, c'est rien par rapport à ce que tu peux avoir en t'investissant à fond sur le SEO. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, disons la vérité, enfin, les LLM, elles s'inspirent énormément quand même de ce qui se passe chez Bing ou chez Google, ou enfin, ça dépend si tu es sur Perplexity, sur ChatGPT, sur Gemini ou autre, mais en gros, ils s'inspirent énormément des résultats de recherche organique, en fait. Donc, finalement, c'est souvent en faisant la même chose que tu fais pour faire du SEO que tu t'amélioreras sur les LLM. Donc, autant, bah, écoute, concentrons-nous sur le SEO, gardons un œil sur comment ça évolue, mais par l'instant, on va pas non plus venir challenger tout ce qu'on sait que ça marche parce que hypothétiquement, dans 5 années ou dans 10 années, ça va devenir un gros truc en fait. Aujourd'hui, c'est un petit truc, ça évolue, mais par l'instant, essayons d'être cohérents avec la data qu'on a et juste prendre des décisions à partir de ça. Ouais, c'est vachement intéressant, tu vois, j'ai tourné d'autres vidéos justement un peu sur les mêmes sujets, un peu sur les mêmes questions avec d'autres gens, et tout le monde disait qu'en fait, c'est vraiment le sujet hype où vraiment tous les clients, ils en parlent, tous les clients veulent être cités, veulent être présents sur ChatGPT. Et effectivement, si tu rationalises par rapport aux chiffres et que ça représente aujourd'hui d'un point de vue trafic, d'un point de vue apport de leads et tout, ça reste super faible. Après, il y a quand même, je pense, l'aspect qui est intéressant où ça risque quand même, enfin, on est quasiment tous sûrs que ça va continuer de se développer et que ça va prendre au fur et à mesure des parts de marché. Dans le sens où si ton concurrent le fait, toi tu le fais pas, tu peux prendre quand même un petit peu de retard au fur et à mesure directement sur ce nouveau levier d'acquisition qui peut être intéressant peut-être dans les prochaines années, peut-être dans les prochains mois. C'est vrai qu'on sait pas.
Mais c'est vrai que, tu vois, rationaliser, genre déplacer tout son budget SEO sur du GEO, aujourd'hui, ça Mm. paraît pas forcément être une bonne décision, quoi. Non, et surtout que la majorité des prospects avec lesquels tu te retrouves aujourd'hui, ils ont quand même des grosses failles, si tu veux, dans la stratégie de contenu, dans la technique du site. Il y a vraiment plein d'autres priorités à bosser avant de te dire, bon, bah, je vais placer un budget XL pour être cité sur ce site et comme ça, j'ai l'espoir de remonter sur les LLM. Après, il y a plein d'autres synergies que je pense qu'on échangera ailleurs, mais nous, la façon dont on travaille le netlinking a vachement changé, par exemple, pour venir constituer pour venir faire, en gros, être cité plus par les LLM. Donc, on fait des synergies là-dessus, mais voilà, on rationalise. On se dit, OK, bah, le netlinking, au lieu de faire un article sur, je sais pas, qu'est-ce que c'est le chocolat, par exemple, on va faire un article plutôt sur les meilleures chocolateries de X ville, essayer de le positionner du coup sur meilleure chocolaterie Paris, par exemple, et que bah, du coup, notre client se cité là-dessus, bah, on va faire ça, mais on va vraiment blaster la SERP, en fait, avec peut-être 20, 30 articles là-dessus, je sais pas, meilleur logiciel ERP pour agence de communication, tu vois, un truc comme ça, vraiment long train, où on peut se positionner assez facilement et qu'on sait que c'est recherché. Et bon, de cette façon, on travaille le netlinking, donc on aura toujours un lien depuis des sites pertinents vers nous. C'est juste que, voilà, on a changé peut-être la façon dont on le faisait. Donc oui, on change et on s'adapte, mais j'essaye en tout cas d'appeler à la cohérence, en fait, et analyser les datas et nous dire, bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec les informations qu'on a aujourd'hui et prenons pas non plus venir, voilà, venir débarrasser la table, se dire, allez, c'est la crise, il y a tout qui change et venir se reposer 1000 questions que, en vrai, n'ont pas lieu d'être. Ouais, c'est intéressant, ça. Et justement, t'en parlais un petit peu, là, c'est intéressant, comment t'as adapté un petit peu tes stratégies de netlinking. Il y a d'autres choses au niveau de tes stratégies que t'adaptes pour potentiellement mélanger un peu les budgets SEO, GEO, alors même que t'as potentiellement déjà des prestations qui sont vraiment dédiées sur le GEO. Comment tu t'adaptes justement un petit peu, vu que t'as des clients qui te demandent des prestations concrètement par rapport à ça, qu'est-ce que tu leur proposes derrière? Ouais. Bon, donc déjà, c'est ce volet du netlinking, donc on a vraiment changé la façon dont on le travaillait, mais puis aussi sur le contenu. Donc, tu vois, ça reprend peut-être un petit peu ce que je te disais au début sur l'expérience sur la page, mais on essaie de plus en plus de pousser ces petits encarts, par exemple, sur la partie blog, sur l'essentiel, en fait, l'essentiel à retenir. On essaye aussi de, comme je te disais, rajouter pas mal de statistiques parce qu'on sait que ça, c'est souvent assez repris, en fait, sur les LLM. Et puis, ça, c'est aussi assez bénéfique pour le SEO. On essaye aussi de se différencier. Donc, on essaie d'apporter une valeur ajoutée sur nos contenus par rapport à ce que peut fournir du chat GPT. En fait, la question que je redis à mes clients, c'est pourquoi quelqu'un va venir naviguer sur ton site et venir chercher une réponse sur ton site s'il peut la faire ou il peut la trouver en lui posant une question directement à ChatGPT. Si ton contenu n'apporte pas quelque chose de plus que l'expérience que peut fournir ChatGPT, bah en fait, je pense que bah, tout simplement, tu n'as pas de valeur ajoutée, tu n'es pas concurrentiel. Donc, c'est là où justement on essaye de inclure peut-être des vidéos, des images, des infographies, des outils, tu vois, plein d'autres choses qui vont faire que quand quelqu'un va tomber sur cette page, bah, il va la trouver plus utile en tout cas que sur du chat GPT et qui va trouver des informations plus poussées, tout simplement. Donc, on essaie de vraiment construire des actifs marketing pour la boîte et pas juste un contenu qui demain va être obsolète par ChatGPT. Et même si c'est le cas, bah, tout ce qu'on a produit, nous, on essaie aussi de faire des synergies avec les équipes social media, les équipes emailing et les autres départements, en fait, pour que bah, le ROI de nous payer à nous 150 balles un article de blog, par exemple, puisse être exploité par tout le monde. Ok, ok, c'est intéressant, ouais. Et sur l'IA, justement, tu vois, est-ce que aujourd'hui tu utilises un petit peu l'IA dans tes process? Tu vois, par exemple, assez récemment, là, il y a les MCP qui sont sortis pour pouvoir directement donner des directives aux tools, etc. Je n'ai pas encore trop mis les mains dedans, moi, mais ça a l'air vachement intéressant. Tu modifies un peu tes process par rapport à tout ça? Ouais, énormément. En fait, pour moi, surtout ce que l'IA m'a apporté, c'est pouvoir faire des tools, en fait, internes Ouais. avec mais vraiment, on peut déployer des trucs assez chouettes. Là, comme on a une petite connexion un peu compliquée, je vais pas te faire une démo en live, mais ce que je te propose, c'est que
Je vais te l'envoyer, en fait. On a un outil, en fait, qui nous permet de traiter la data assez sympa. En gros, on utilise beaucoup pour les sites ou les clients qui ont déjà beaucoup de contenu et du coup, ça nous permet de vraiment assez rapidement déployer des roadmaps d'optimisation des contenus. Donc, on ajoute de la data Search Console, de la data SEMrush et en gros, en 2 secondes, on croise toutes ces données pour avoir tous les mots-clés. En fait, on mappe vraiment tous les mots-clés par URL, mais en 2 clics, quoi. C'est vraiment un truc ça prend 30 secondes. Aussi, on peut importer un crawl de Screaming Frog. Et du coup, on peut voir, en gros, pour cette URL, voici toutes tes positions, voici le trafic potentiel que tu as. Si tous les mots-clés qui sont en top 10 passaient par exemple, et toi, tu peux un peu le personnaliser. Moi, je pense que ce que je dis, c'est voici le potentiel si on passait en première position sur l'ensemble des mots-clés, premier et secondaire. Et puis les liens internes que tu peux avoir, tu peux aussi rajouter une colonne avec la date de mise à jour de l'article, par exemple. Et en gros, tu as comme ça, mais vraiment quelque chose qu'on peut produire en 5 minutes. Tu peux avoir tout le potentiel de trafic par contenu, le mapping des keywords de chaque contenu existant et le nombre de liens internes vers ces pages-là. Enfin, c'est un truc où tu as vraiment toute la data en 2 secondes pour venir après la trier par potentiel de trafic. Et je me dis, bon, voilà. Maintenant, je sais où je me mets à bosser. Je peux lui envoyer ça aux équipes content. Ils ont déjà les mots-clés à travailler. Tu peux voir assez rapidement si tu as un keyword qui est, par exemple, sur ce mot-clé-là, tu es bien positionné. Par contre, sur cet autre mot-clé secondaire, tu n'es pas bien positionné. Peut-être faut rajouter un H2. Après, là, tu vas rentrer dans le détail de la presta tous les jours si tu veux. Mais ça, c'est assez chouette. Et voici donc un autre outil d'analyse d'opportunité qu'on a construit grâce à Bolt. Et en gros, en rajoutant de la data Search Console et SEMrush, on pourrait identifier quelles sont les top pages à travailler sur un projet. Donc ici, je vais rajouter juste sur un site sur lequel j'avais travaillé il y a un bon moment, l'export des pages de la Search Console. Et ici, je vais rajouter juste l'export cru de SEMrush des mots-clés du site. Ici, je peux éventuellement rajouter un crawl Screaming Frog pour venir calculer les liens internes. Bim, l'export est fait, l'ouvrir. Et du coup, toute la data est déjà traitée en 1 seconde. Et du coup, je peux avoir l'URL du site en question, les clics générés, les impressions, le mot-clé principal, la position du mot-clé principal, le nombre de mots-clés en top 10, le volume total du top 10, le potentiel de trafic en estimant du coup que le top 10 passait en top 1. Avec un calcul de CTR qui est déjà pré-rentré et ici tous les mots-clés du coup de la page. Donc vraiment, c'est un gros gain de temps en termes de traitement de données déjà et puis aussi en termes d'information. Donc ici, j'ai juste à filtrer comme ça sur le potentiel trafic et ici, on peut voir que par exemple, on pourrait vraiment augmenter de éventuellement 1250 visites additionnelles sur la requête. Est-il dangereux de plonger en Martinique? Par exemple, là, le top mot-clé est requin en Martinique, mais lui, on ne l'a pas vraiment travaillé. Donc, il y a vraiment plein de keywords autour du requin en Martinique pour lequel cet article se positionne. Et pour le coup, là, je me dis qu'il y a clairement quelque chose à faire là-dessus. Je me rappelle, c'est parce que le client ne voulait pas qu'on travaille ce contenu. Mais sinon, je ne sais pas, sur les poissons dangereux de la Martinique, là, on a la bonne requête qui est travaillée pour le coup. Mais il y a plein d'autres requêtes secondaires comme animaux dangereux en Martinique. Et peut-être qu'on n'a pas assez travaillé la sémantique autour des animaux, on n'a que travaillé autour des poissons. Et puis sur les poissons spécifiques, donc la murène est-elle dangereuse? Est-ce que la raie aigle est-elle dangereuse? Donc voilà, ça peut me donner des idées. Et même si c'est pas le cas, éventuellement, j'aurai tout le mapping de keywords principales et secondaires fait en juste 2 clics pour l'ensemble des pages du site. Aussi, on a un outil qui nous automatise des briefs de contenu avec de l'IA. Donc en gros, on rajoute un keyword et on rajoute quelques petites infos sur les mots-clés principaux, le titre de l'article, et puis on va directement scraper la SERP, faire un petit mélange. Ça nous fournit un brief déjà dans le modèle de l'agence avec tout notre branding et tout mis en forme en fait. Et puis à partir de ça, le consultant il vient, il vérifie. En gros, on fait un check quand même pour s'assurer que tout soit cohérent. Des fois, l'IA, bien sûr, elle hallucine, elle fait, voilà, ça reste de l'IA. Donc on le repasse toujours, mais le gain de temps est juste énorme. Puis, la rédaction. Alors, on n'est pas super fan de la rédaction par IA. Bien sûr que tous les rédacteurs après s'en servent. Aujourd'hui, c'est bête d'interdire un rédacteur d'utiliser l'IA. Par contre, on fait vraiment attention à que nos contenus apporte beaucoup plus de valeur que ce qu'on peut fournir une requête de sortie ChatGPT classique ou même, on le voit, le contenu IA, ce qui peut te sortir les outils d'IA comme ça en un clic, c'est pas ouf. Donc, on part vraiment pas sur ça du tout. Mais oui, bien sûr que les rédacteurs, après,
ils s'en servent et ils ont bien sûr leur processus aussi. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, chez nous, c'est surtout la capacité d'analyse et les outils que l'IA nous a permis de créer, en fait, sur mesure pour nous, qui ont vraiment changé notre jour au jour. Allez, petite démo de l'outil de générateur de brief. Donc, en gros, on va rentrer les informations basiques. Je ne sais pas comment recruter un bon commercial, le guide complet, recruter un commercial. Si je mets le volume que SEMrush m'extrait, je peux mettre des mots-clés secondaires, recruter un sales, par exemple. Volume, allez, j'invente des volumes pour aller vite. Recruter un commercial, un bizdev, par exemple. Ça. Voilà. Si je peux lui dire de s'inspirer du top 3 de Google ou des requêtes manuelles, je peux sélectionner un projet client. Je peux ajouter des consignes additionnelles si jamais je le souhaite. Je clique sur générer le brief. Et là, le brief est généré, c'est exporté. Donc, c'est vraiment mis en forme telle qu'on le souhaite avec le title, le slug, les keywords, les URL des concurrents. Ici, on a tout le texte en fait déjà fait. Donc, vraiment le brief, et ça, il suffit que de le repasser parce que ça reste de l'IA, c'est pas parfait, mais ça nous fait gagner énormément de temps pour nous concentrer sur des valeurs, comme ajouter plus de valeur là-dessus, vraiment venir voir ce qui manque par rapport aux concurrents, et bref, faire vraiment le taf de SEO plutôt que juste de la mise en page, de la mise en forme et de la lecture pure et dure. Ouais, c'est vraiment, en fait, vous en servez vraiment comme assistant pour gagner du temps sur la phase d'analyse. Enfin, comme tu le dis, dans le SEO, surtout sur des SEO clients, quand tu fais des gros sites, tu as beaucoup de data analysée. Et vous, ça vous permet vraiment de centraliser, de gagner du temps et en fait, prise de décision beaucoup plus rapide derrière, quoi. Ouais, on a automatisé tout ce qu'on peut automatiser. Aujourd'hui, tout ce qui est le traitement de données, par exemple, tout ça, tu lui dis à Bolt ou autre outil de te créer un script, tu rentres des données et la machine tourne derrière et ça te sort un export comme ce que toi, tu voulais faire. Et qu'avant, peut-être pour faire ça, tu étais sur du Google Sheet pendant 3 heures, tu vois, Ouais. 3 heures facturées au client finalement. Et ces 3 heures aujourd'hui, au lieu de les passer à faire des exports, des imports, des traitements, du nettoyage, tu les passes sur l'analyse en fait et sur de la valeur en fait. Ok, ouais. C'est quoi justement aujourd'hui un petit peu une prestation classique pour un client qui va arriver chez l'agence 11, potentiellement un client, tu vois, qui a 2500, 3000 euros de budget, qui commence son SEO, donc qui n'a pas forcément de brand, qui n'a pas forcément déjà mis en place de stratégie SEO. C'est quoi la prestation classique un petit peu pour ce type de client qui arrive chez vous, que tu vas lui recommander, que vous allez essayer de mettre en place pour avoir des résultats cohérents le plus rapidement possible? Alors, on commence toujours par une phase de création de roadmap. On trouve qu'il faut quand même, avant d'aller à la guerre, avoir un plan de bataille, si tu veux. Donc, on commence toujours par ça. Et ce qu'on va faire, en gros, on le fait vraiment sur mesure, mais en gros, il faut qu'on puisse identifier les actions qu'on va mener par la suite. Donc, en gros, côté technique, on fait vraiment un check global complet, on scanne tout, et puis on fait une roadmap avec des tickets destinés aux équipes dev qu'on priorise. Et puis, on aura une roadmap priorisée par importance et par faisabilité qu'on peut transmettre aux équipes. Ensuite, côté plutôt content, on va avoir une roadmap de contenu à faire. Quelles sont les landing pages à produire ou quelles sont les pages catégories, les fiches produits. Enfin, on va vraiment l'adapter selon la typologie de site. Mais en gros, il faut qu'on ait une vision claire de quelles sont les pages qu'on veut travailler et qu'on veut positionner. Aujourd'hui, toute stratégie SEO, toute stratégie SEO à succès part d'un concept simple que c'est où est-ce que je veux être visible en fait. Ouais. Et puis on travaille le comment si tu veux avec peut-être que là on va rentrer sur les wireframes, il faut travailler cette partie de la page où tu as toutes ces pages là en fait avec du contenu faible. On va utiliser peut-être le petit outil d'optimisation pour lui dire alors regarde tous ces mots clés là en fait, plus je sais pas, là on travaille avec un client sur de la voyance. Le gars, il a presque 1300 articles, tu vois, publiés. On va pas être là à produire énormément de nouveaux. Notre travail est vraiment focus sur l'optimisation, en fait. Donc, enfin, bref, on commence avec ce plan de bataille. Et une fois qu'on l'a, tous les mois, on va produire du contenu et produire du lien. Donc, typiquement, une prestation chez nous, tu me disais, un client qui a 3000 euros de budget SEO à mettre par mois, par exemple, qui est quand même un budget intéressant. On va faire plus ou moins peut-être 2 jours et demi de consulting, si tu veux. Donc ça, c'est du temps homme que l'on va gérer pour faire de la gestion de projet, pour faire avancer les roadmaps, pour gérer du coup des réacteurs, du netlinking à côté. Et puis à partir de là, on va avoir 1500 euros de production. Donc c'est avec ça qu'on va acheter du contenu, qu'on va acheter du lien tous les mois et faire avancer la roadmap. Ok.
En combien de temps aujourd'hui, en moyenne, t'as des résultats avec tes clients? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence avec les changements d'algorithme, les résultats sont plus longs à avoir ou à l'inverse sont plus rapides? En combien de temps, en moyenne, pour un client potentiellement qui part de zéro? Difficile à dire parce que ça dépend en vrai de chaque client. Enfin, malheureusement, je vais répondre ça dépend. Mais, euh, mais oui, tu vois, un client qui a déjà une brand forte, qui a un bon profil de lien, franchement, tu branches la production de contenu et ça va très très vite. Ou au contraire, un site qui a une super UX UI et qui a jamais vraiment bossé le linking en profondeur, ça, tu vois, là, on a eu un cas sur un site sur des requêtes agence babysitting, par exemple, plus ville, tu vois. On branche à peu près 3 cas et demi par lien, par mois en backlink. Ça fait 3 mois là qu'on fait ça. Ok. Et il y a tout qui monte, tu vois, sans vraiment aucune autre action. Et tu vois que ça pousse bien quand même. Donc oui, malheureusement, ça dépend de ça. Après, j'ai envie de te dire, en moyenne, je pense qu'au bout de 3 mois qu'on commence à produire, tu vas commencer à voir les trucs bouger. Tu peux toujours avoir des belles surprises. Sinon, au bout de 6 mois, tu devrais quand même voir des évolutions. Et au bout d'une année, tu devrais plus avoir aucun doute que la campagne est en train de fonctionner et qu'on va dans la bonne direction. Ok. Même sur des sites potentiellement où tu pars de zéro, je sais pas si tu en as beaucoup des clients comme ça, et potentiellement de la création de site ou du nom de domaine neuf, enfin, t'es sur des délais un peu plus longs du coup, j'imagine. Ouais, nom de domaine neuf ajoute 1,5 à ce que je t'ai dit. Quand c'est vraiment un nom de domaine qui vient de sortir. Après, si c'est un nom de domaine ancien, tu vois, qui a déjà un peu Ouais. d'existence, même si tu n'as rien fait, là c'est sur les ordres de temps que je viens de te dire. Ok. Ok, ok. Et est-ce que justement, par rapport à tes clients, tu proposes uniquement des prestations, on va dire, qui rentrent dans les guidelines de Google, du contenu, de la technique, du netlinking, ou alors sur certains cas de figure où tu as des clients peut-être un petit peu plus vieux, où tu es bloqué sur une position, quelque chose comme ça, tu vas pouvoir proposer des trucs un petit peu plus exotiques, on va dire, genre tu vois, de l'achat de trafic, de la manipulation de CTR. C'est quelque chose que tu peux potentiellement recommander à des clients ou tu restes sur du truc vraiment très, très white hat? Oui, clairement. Non, mais on met clairement ça en place. Enfin, je veux dire, nos clients ne nous payent pas forcément pour respecter les règles de Google, sinon Ouais. pour avoir des résultats. Donc, ce qu'on sait qui marche et où le site du client n'a pas de risque, on met en place. Tu vois, carrément la manipulation de CTR. Le client a vraiment aucun risque là-dessus. Enfin, Ouais. avec du pop sans trop abuser, normalement ça va. Il y a pas trop de risques. Bon, du netlinking aussi, hein. Enfin, Ouais, les ça, actions d'achat de biens, ça reste du black hat et on met ça en place avec des petits roues de backlinks entre les sites qu'on achète et les sites où on a déjà acheté, par exemple. Bref, des petits trucs qui peuvent être un peu plus poussés que juste faire du contenu ou acheter un peu de backlinks là comme ça. Donc, sinon, on met en place, on essaie d'avoir des quick wins au mieux qu'on peut sans vraiment en abuser. Du PBN, on a fait, de l'achat de MD, on a fait. Non, on met en place, franchement, la même chose qu'on mettrait en place si c'était nos sites, je pense. Donc, oui, non, mais finalement, t'as raison. Le client, il te paye pour avoir du résultat. Après, j'imagine, si tu bosses quand même pour des grosses boîtes, des choses comme ça, t'as quand même un rapport au risque qui va être un petit peu différent que si tu montres un projet pour toi tout seul ou pour moi, par exemple. Mais il te paye pour du résultat. oui, on va pas faire du churn and burn, ça c'est sûr, tu vois. Ouais. Sur une grosse marque, tu prends soin de la marque, mais après aussi, je pense que les sites qui ont une brand puissante sont aussi beaucoup plus tolérés, tu vois. Tu peux te permettre plus de bêtises, même si sur le contenu, peut-être tu fais beaucoup plus gaffe, mais sur tout ce qui est off-site, lorsque peut-être sur un NDD neuf, tu vois, Google le trouverait un peu bizarre, sur une brand, tu peux faire ce que tu veux. Si ça te permet de compenser, quoi, en fait, tu peux aller beaucoup plus loin parce que la marque est déjà connue, donc t'as moins la crise derrière sur des pénalités, des choses comme ça. En offsite. Et bien sûr, hein, je veux dire, sans faire de bêtises, tu vas pas non plus acheter 1000 trucs avec la même encre, enfin, Hmm. avec du bon sens, forcément. Mais aujourd'hui, en fait, je pense qu'il n'y a pas énormément d'actions off-site que vraiment tu te dirais avec du bon sens que tu mettrais en place que tu pourrais mettre en place sur une marque plutôt connue et qui porterait vraiment un risque de te prendre une pénalité manuelle ou algorithmique. Non, Ok, ouais. Et par rapport au netlinking, justement, t'en parlais là, t'es sur une tendance à toujours investir beaucoup dans le netlinking, ou alors aujourd'hui, ton budget netlinking, tu vas peut-être plus le répartir entre du contenu, peut-être plus de l'achat de traf, ou t'es sur une tendance où pour toi, le netlinking, ça fonctionne vraiment toujours, et il y a une bonne partie de ton budget qui va là-dedans. ouais, il y a une bonne partie qui va. Je pense que ça fonctionne toujours.
Ça dépend le client, on investit plus ou moins. Quand il y a souvent toute la quand tu reviens d'avoir un client qui n'a rien fait en SEO et que tu as toute la strate de contenu à produire, tu auras beaucoup plus de ROI sur le content que sur le lien, à mon avis. Par contre, si tu es dans le cas contraire, ou peut-être tu vois, ça nous arrive qu'on est sur des clients qui sont quand même assez nichés, où le cocon sémantique, peut-être qu'avec une vingtaine de contenus, tu l'as bien bossé et que maintenant il faut aller chercher une première place sur un mot-clé précis, que c'est le mot-clé de la thématique, bah là, peut-être qu'on va aller beaucoup plus fort en linking pour vraiment renforcer à fond toutes ces pages-là, plutôt que produire sur de la super longue traîne ou des contenus plus génériques qui s'éloignent de la thématique principale et qui n'auront pas forcément beaucoup de ROI, ni d'intérêt même. Donc non, on s'en sert et on voit très bien que ça marche et que ça pousse, autrement on le ferait pas. Mais ça dépend de chaque client, quel est le pourcentage du budget qu'on alloue. En tout cas, pour chaque client, on fait un petit pré-audit avant-vente et j'essaie de fournir au reco là-dessus. On se met d'accord avec le client et puis on ajuste. Mais dans quasiment toutes tes prestats, finalement, quasiment toutes t'intègrent Journal Thinking. En fait, si tu veux, on a un fonctionnement un peu différent où sur chaque prestat, on a un montant d'accompagnement, donc c'est le temps de gestion et un montant d'achat, si tu veux. Et le consultant, il est libre d'utiliser ce montant d'achat un peu comme il veut. Donc, du coup, ça peut faire que, par exemple, tous les mois, tu as classiquement, de façon classique chez nous, tu as 1000 balles sur un prestat pour faire de l'achat, en fait, et peut-être 1000 balles que c'est ton temps d'accompagnement, dis-toi, par exemple. Donc, avec ces 1000 balles d'achat, bah, tu peux peut-être un mois dépenser 500 et 500, puis un autre 700 et 300, ou 300 et 700. On essaie toujours d'en parler avec le client et qu'on soit tous alignés, mais globalement, on est assez flexible là-dessus. Ok, ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ça te permet d'ajuster en fonction de si au début tu es plutôt sur un site qui était assez pauvre en contenu, j'imagine que tu vas plus dépenser sur du contenu. Qu'après, une fois que tes contenus sont en ligne et qu'ils commencent à s'indexer, là tu vas peut-être plus pousser sur du mail thinking, des choses comme ça, quoi. Exactement, carrément. Ok, ok. Eh ben écoute, merci à toi, Lucho. Je pense qu'on arrive à peu près au bout. On a traité à peu près toutes les questions. C'était super intéressant, donc merci à toi. Est-ce que tu veux faire ta petite pub pour potentiellement parler un peu de Linkfender, peut-être? Ouais, bah écoute, avec grand plaisir. Donc, bah, si jamais vous êtes intéressé sur de l'achat de liens et que vous souhaitez le faire vous-même, bah, il y a Linkfinder, qui c'est un petit outil qui vous permet de, plutôt qu'aller checker les spots sur une seule plateforme, bah, justement chercher en simultané sur plus de 30 marketplaces en même temps, sur une base de données de presque 400 000 liens, et puis avec plein d'outils qui te permettent de trouver via des keywords, de l'analyse concurrentielle, une IA qui te recommande des liens. Bref, il y a vraiment plein de trucs pour vous simplifier la vie et puis comparer les prix parmi les différentes plateformes pour économiser en moyenne 30% de votre budget de netlinking. Donc, c'est vraiment chouette. Il y a un essai gratuit, c'est satisfait ou remboursé. Allez-y, faites-vous plaisir. Le pitch, il est bien rodé. Ça marche. Bah écoute, merci à toi, Lucho, et puis on se dit à la prochaine. Yes, à la prochaine, Flo. Merci. Salut. Au revoir.